Donc, mon travail dans le cadre de la FST, comme l'a dit Johanna, portait sur une analyse d'une série de cas de priapisme iatrogène, donc qui ont été extraits de la base nationale de pharmacovigilance jusqu'en 2022. J'essaie de passer mes diapos, ça ne marche pas. Ah, c'est bon. Donc, tout d'abord, quelques définitions. Donc, pour reprendre globalement la physiologie de l'érection, elle se déroule en 3 phases qui dépendent de l'alternance du système nerveux sympathique et parasympathique. Donc, on a d'abord l'état flasque, où le système nerveux sympathique est majoritaire avec une contraction des muscles lisses. Puis, lors de la stimulation sexuelle, le système nerveux parasympathique devient majoritaire, avec différents mécanismes qui se mettent en place, notamment au niveau central avec l'implication de la dopamine et des noyaux paraventriculaires, et au niveau périphérique, c'est-à-dire au niveau des corps caverneux, avec une sécrétion de monoxyde d'azote au niveau de leur endothélium, qui permet l'activation du GMP cyclique, une diminution du calcium intracellulaire, la relaxation des muscles lisses. En parallèle, il y a une augmentation du débit artériel qui permet l'engorgement vasculaire et donc qui permet de produire l'érection. Puis une augmentation de la compression veineuse et l'arrêt du flux artériel va maintenir cette tumescence. Enfin, lors de la 3e phase, donc la phase de détumescence, le système nerveux sympathique est de nouveau majoritaire. D'un point de vue vasculaire, à l'état flasque, le flux veineux est préservé. À l'état de tumescence, on a une absence voire ou peu de flux artériel et veineux, et à l'état de détumescence, on a la reprise du flux sanguin. Donc le priapisme, vous connaissez sûrement tous la définition, hein, qui est une érection partielle ou prolongée de plus de 4 heures sans désir ou stimulation sexuelle. Il peut être de 3 types qui se différencient de par leur mécanisme de survenue. Donc on a d'abord le priapisme ischémique, également appelé veineux ou de bas débit, qui concerne 95 des cas. Il y a également le priapisme intermittent, qui est en fait une forme récurrente du priapisme ischémique. Et enfin, le priapisme non ischémique, qui est également appelé artériel ou de haut débit, et qui concerne 5 des cas. Donc ces différents types de priapisme diffèrent notamment de par leur étiologie, et le priapisme ischémique peut être d'origine iatrogène, donc c'est à ce type de priapisme dont on va s'intéresser maintenant. Donc le priapisme ischémique correspond à une anomalie du retour veineux au sein des corps caverneux, avec peu voire pas de flux artériel. D'un point de vue physiopathologique, on va avoir une modulation donc, du monoxyde d'azote et ou des phosphodiestérases de type 5, qui vont entraîner un dérèglement du tonus musculaire lisse, avec une diminution de la vasoconstriction, et une augmentation de l'adénosine avec une vasodilatation et donc une augmentation de la rigidité pénienne. Lorsque le priapisme dure plus de 4 heures, il expose le patient à une destruction de l'endothélium des corps caverneux, à une thrombose des sinusoïdes, voire à une nécrose puis à une fibrose. Cliniquement, le patient présente une érection rigide et douloureuse depuis plusieurs heures. La prise en charge est multiple, hein, elle peut constituer, ça peut être un glaçage, un drainage, une prise en charge médicamenteuse ou une dérivation chirurgicale. Et en cas de prise en charge trop tardive, il y a des séquelles qui peuvent être assez sévères, comme un risque de récidive tout d'abord, mais aussi une déformation pénienne, une dysfonction érectile et voire la mise en place d'un implant pénien. C'est pourquoi cette affection est quand même considérée comme une urgence. Donc le contexte de ce travail, il y a un cas de priapisme donc, qui a été notifié au CRPV de Lille et pour lequel la responsabilité d'un cétron a été retenue. Il se trouve que cet effet indésirable n'est pas décrit dans la monographie des cétrons. Après une recherche dans la littérature, on se rend compte qu'il y a pas mal de médicaments qui sont décrits comme pouvant induire comme un effet indésirable comme le priapisme. Donc des médicaments pour lesquels c'est décrit dans leur monographie et d'autres pour lesquels ça ne l'est pas. Donc on a retrouvé notamment des agents vasoactifs érectiles, les antipsychotiques, les médicaments alpha-bloquants, des inhibiteurs de la phosphodiesterase de type 5 de manière logique, certains antidépresseurs, des anticoagulants, certains médicaments indiqués dans les TDAH comme le méthylphénidate, des hormones, et enfin d'autres médicaments comme le propofol, la prégabaline, hydroxyzine ou le valproate de sodium. Les principales hypothèses pharmacologiques qui étaient associées à la survenue du priapisme avec ces médicaments étaient un effet alpha-bloquant qui permet donc l'augmentation du tonus parasympathique comme on l'a vu précédemment, la libération iatrogène de monoxyde d'azote ou l'inhibition des phosphodiestérases de type 5. L'objectif de cette étude, donc, qui était observationnelle, descriptive et rétrospective, était d'identifier les cas de survenue d'un priapisme iatrogène impliquant des molécules dont la monographie ne décrit pas ce risque, en s'appuyant sur les données de pharmacovigilance française jusqu'au 31 décembre 2022. Donc, concernant la méthodologie de ce travail, donc, les cas de priapisme iatrogène ont été extraits de la BNPV grâce au Preferred Term priapisme. Donc c'était tous les cas, comme je l'ai précédemment dit, qui étaient notifiés jusqu'au 31 décembre 2022 et pas ensuite parce qu'en fait j'ai réalisé mon travail sur l'année dernière, donc on a réalisé l'extraction il y a 1 an.
Ensuite, nous avons exclu les cas, pour lesquels une substance psychoactive illégale était suspectée, les cas pour lesquels plusieurs médicaments étaient suspectés et évidemment les cas, pour lesquels le médicament suspecté comportait la mention du risque de survenue de priapisme dans sa monographie. Et ensuite, on a réalisé une recherche dans la littérature, donc sur les bases de données PubMed et Google Scholar, avec la formule de recherche suivante, donc la DCI du médicament ou son nom de famille pharmacothérapeutique et les termes priapisme ou sexual dysfunction ou erectile dysfunction. Donc au total, sur 394 cas qui ont été notifiés dans la BNPV, jusqu'à la fin de la période d'étude, nous avons retenu, après l'application des critères d'exclusion, 71 cas, qui concernaient 52 médicaments différents. Donc cette même population d'études, on retrouvait donc uniquement des hommes sans notion de personnes transgenres, d'un âge médian de 43 ans. Les classes pharmacothérapeutiques principalement impliquées étaient les médicaments du système nerveux et les médicaments des affections, du système cardiovasculaire. Et il était intéressant de noter que dans 11 cas, on retrouvait, une réintroduction positive et ces réintroductions positives concernaient 10 médicaments, puisque l'oméprazole était retrouvé dans 2 cas. Ensuite, il y avait 9 médicaments qui étaient impliqués dans plus d'un cas, donc vous avez du coup la liste en dessous. On voit notamment qu'il y a des vaccins anti-Covid-19. Cette diapositive est présentée à titre, d'information. Elle vous montre, les 52 médicaments, donc qui ont été, enfin les 52 médicaments impliqués, dans les cas qui ont été analysés et on va voir tout de suite les mécanismes pharmacologiques supposés, donc de ces différents médicaments que nous avons retrouvés dans la littérature, donc de survenue de priapisme. Alors sans surprise, on retrouve l'effet alpha bloquant au niveau des muscles lisses des corps caverneux, de par, 2 mécanismes. D'une part, l'inhibition des récepteurs alpha-adrénergiques qui entraîne une dilatation artériolaire avec une augmentation du flux sanguin et d'autre part, une inhibition des récepteurs alpha-2 adrénergiques qui vont entraîner une libération de monoxyde d'azote et donc une vasodilatation. Les médicaments les plus concernés appartenaient à la classe, du système nerveux, la classe ATC du système nerveux. Ensuite, on retrouvait l'oméprazole, l'amlodipine et la prégabaline qui pourraient induire un priapisme de par l'inhibition des canaux calciques des muscles lisses des corps caverneux. Donc, ce qui induit, comme on l'a vu précédemment, une diminution du calcium intracellulaire et donc une meilleure relaxation. Donc pour l'oméprazole, cette altération est de mécanisme inconnu. Pour l'amlodipine, ça serait une inhibition des canaux calciques lents, tandis que pour la prégabaline, ça serait une liaison à la sous-unité alpha-2 delta. Ensuite, le ramipril pourrait induire un priapisme, de par son inhibition de l'angiotensine 2, enfin de la formation, de l'angiotensine 2, avec une diminution, de la vasoconstriction, une prévention du remodelage des corps caverneux, une augmentation de la demi-vie du anneau et une diminution de la dégradation de la bradykinin. Nous avons l'amylrinone et le fenspirid qui seraient impliqués dans l'inhibition, enfin qui sont impliqués dans l'inhibition des phosphodiesterase. Donc pour l'amylrinone, ça serait la phosphodiestérase de type 3 et le fenspirid, la phosphodiestérase de type 3 et de type 5, qui, comme on l'a vu précédemment, augmente l'AMP cyclique, qui permet la diminution du calcium intracellulaire et donc entraîne une meilleure relaxation. Pour les médicaments anticoagulants tels que la fluindone et la cénocomarol, il y aurait un état d'hypercoagulabilité à l'instauration qui me permettrait une activation des protéines C et S qui interviendrait plus précocement que l'inactivation des facteurs vitamine K dépendants. De même, les poétiennes alpha joueraient un rôle dans la cascade de coagulation en augmentant l'agrégation plaquettaire et en inhibant la fibrinolyse. La gonadotrophie chorionique, donc augmenterait les taux de testostérone et il est décrit dans la littérature que cette augmentation des taux de testostérone permettrait de moduler les voies de signalisation, notamment celles du monoxyde d'azote, de la phosphodiestérase de type 5 et des récepteurs alpha-adrénergiques, et modulerait également la structure des corps caverneux. Concernant les médicaments qui agissent sur le système catécholaminergique, on sait que les catécholamines ont un effet sur l'érection, sur la libido et sur la fonction sexuelle. La sérotonine aurait des effets délétères sur cette même libido et cette fonction sexuelle, tandis que la dopamine, la noradrénaline et l'acétylcholine pourraient avoir un effet bénéfique sur la libido, l'excitation sexuelle et l'érection. Donc, dans les molécules que nous avons retrouvées, c'était la carbamazépine, donc qui permettrait d'augmenter notamment la libération de dopamine. L'entacapone, qui par en fait une action indirecte permettrait d'augmenter la réponse à la lévodopa et donc d'augmenter la stimulation dopaminergique. Et enfin la miancérine, qui aurait une interaction encore non connue avec le système sérotoninergique.
Enfin, le salbutamol pourrait entraîner une vasodilatation périphérique, mais c'est des données qui sont un peu controversées parce que le salbutamol a également été proposé comme traitement du priapisme. Le finspiride pourrait également, en plus de son action inhibitrice des phosphodiestérases, entraîner un effet spasmolytique musculotrope. Et enfin, on a retrouvé le cas particulier des molécules de chimiothérapie, puisque dans tous les cas, enfin tous les cas, les quelques cas que nous avons retrouvés dans la littérature, dont un de ceux retrouvés dans la BNPV qui a été ensuite publié, ce n'est pas la responsabilité des molécules de chimiothérapie qui a été retenue, mais celle de la prémédication par cétron, qui inhiberait les récepteurs 5-HT3 à la sérotonine. Donc, comme vous pouvez voir en dessous du tableau, il y a quand même pas mal de molécules pour lesquelles on n'a pas retrouvé de rationnel pharmacologique dans la survenue d'un éventuel priapisme. Il y a également des cas qui étaient peu informatifs car ils étaient succincts ou non médicalement confirmés, et donc il était un peu difficile de conclure en plus de l'absence de données dans la littérature. Donc les principales limites de cette étude, parce qu'il y en a quand même pas mal, donc on va aller à l'essentiel, c'est que, bah, évidemment, ça repose sur des données de pharmacovigilance française, donc c'est exposé à la notification et donc à un risque important de sous-notification. Ces cas ne sont pas représentatifs de la population nationale ou internationale. Certains cas étaient non médicalement confirmés ou il existait des données manquantes qui limitaient l'interprétation. L'étude était soumise à un biais d'analyse puisque toutes les informations ne sont pas forcément connues du pharmacologue, voire ne sont pas forcément codées. Donc, on a tenté d'uniformiser les cas avec les données dans le narratif. Ensuite, il y a un biais de confusion avec de nombreux facteurs confondants parce qu'évidemment, la cause d'un priapisme ne dépend pas forcément d'une seule donnée. Un priapisme peut dépendre également des comorbidités préexistantes, telles que les affections cardiovasculaires, psychiatriques, oncologiques, ou de son contexte de survenue. On a par exemple retrouvé un priapisme de plus de 24 heures qui était survenu chez un enfant de 5 ans, suite à la prise de 2 comprimés diaprazine, donc un médicament qui a été retiré du marché depuis, pour un voyage de 15 heures en voiture. Donc là, est-ce que le priapisme était-il lié uniquement à l'effet antagoniste des récepteurs alpha-adrénergiques de la niaprazine, mais ou également au contexte de survenue, c'est-à-dire l'immobilité, la déshydratation liée au voyage. Les traitements concomitants, donc avec des interactions pharmacologiques et pharmacocinétiques, peuvent également être mis en avant, comme par exemple la fluoxétine, qui est une puissante inhibitrice du cytochrome P250, pardon, de D6, qui peut interagir avec certains antipsychotiques, donc comme l'aripiprazole, la chlorpromazine. Et enfin, on ne sait pas toujours s'il y a une prise de substances psychoactives illégales dans la description des cas. C'est pas forcément connu du pharmacologue. Et enfin, notre recherche bibliographique peut être considérée entre guillemets comme simple car elle ne correspondait à aucune méthodologie confirmée comme une revue de la littérature, par exemple. Donc pour conclure, le priapisme iatrogène, c'est une étiologie assez complexe, puisqu'il peut être dû à un seul médicament ou à l'association de plusieurs d'entre eux. Il peut également dépendre de facteurs de risque multiples qui ne sont pas toujours connus par le clinicien ou le pharmacologue, comme des maladies sous-jacentes, des comorbidités ou bien son contexte de survenue. De nombreux mécanismes pharmacologiques semblent y être associés et de nombreux mécanismes sont encore à explorer. Mais il est important que les patients et les professionnels de santé aient conscience de sa possible survenue lors d'un traitement, du fait du risque de complications sévères en cas d'absence de prise en charge de ce dernier. Voilà, merci pour